Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je suis en plein déménagement, donc c'est pour ça que le setup est complètement éclataxe. Donc voilà, je peux pas faire autrement. Dans le monde, il y a la nature, les humains, les animaux, les plages, les forêts, les montagnes, des villes, des régions et surtout des pays. Et aujourd'hui, on va plus précisément porter notre intérêt au Canada et encore plus particulièrement au Québec. Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder du Québec, donc un petit coucou à vous. Tout commence avec Élise. Elle est née et a grandi au Québec et elle vit toujours au Québec d'ailleurs à ce jour. Toute cette histoire se passe quand elle avait 10 ans. Un jour, son père et elle ont construit un énorme fort de neige. Il faut savoir que la famille d'Élise a un grand terrain, donc ça aide énormément pour construire un fort. À cette époque-là, la neige pouvait atteindre 2 mètres de haut. Leur fort est énorme, c'est un peu une tradition, chaque année, sa famille et elle en font un. Mais cette année, ils se sont surpassés. Il y a des tunnels pour aller dans chaque pièce secrète qu'ils ont construit. Élise a même mis des petites lanternes pour éclairer son fort quand elle jouait tard le soir avec ses voisins. Un soir, elle joue avec son ami Véro et elles entendent un rire grave qui vient de l'un des tunnels vers les pièces secrètes du fort. Véro pense directement que c'est peut-être un ami à elle qui veut jouer. Elle est beaucoup plus jeune que Élise, donc elle ne réalise pas. Mais Élise, elle réalise que cela vient d'un homme adulte. Du coup, elle demande à Véro de ne pas bouger et qu'elle va aller chercher son papa. Elle s'absente max 1 minute et son père est en train de lire dans sa chambre. Elle lui hurle qu'il y a un homme dans le fort, dans le jardin. Son père a tout de suite une réaction bizarre. Mais il prend une batte de baseball et s'est précipité vers la porte d'entrée. Quand ils sortent de la maison, ils voient l'homme partir en courant. Et puisqu'il fait déjà noir, ils n'ont pas pu l'identifier. Mais Élise va vite remarquer que Véro n'était plus là où elle était il y a 1 minute. Son père l'aide à fouiller le fort et elle retrouve son amie ensevelie sous la neige car un tunnel s'est écroulé sur elle. Heureusement, elle n'est pas restée assez longtemps pour manquer d'air. Véro est en larmes et elle est clairement paniquée. Le père d'Élise lui dit de rentrer et qu'elle n'a plus le droit de faire de fort. Tout ceci l'a vraiment marqué, spécialement car Véro a déménagé à peine quelques semaines après la situation. Après toute cette histoire, quelque chose la chagrine un peu. Quand elle y a réfléchi, Véro n'aurait pas dû avoir un éboulement de neige sur elle, puisque la neige qu'elle a utilisée n'était pas molle. C'était une bonne couche de neige bien glacée. Pratiquement impossible que la neige ait pu tomber sur sa tête comme ça. Et récemment, Élise a demandé à son père des explications, et il lui a enfin révélé la vérité. Il y avait bien un homme dans le fort. C'était le grand frère de Véro. Et vous allez vous demander en quoi l'histoire est effrayante et vraiment glauque. Il y a son frère qui est là et qui l'attend, c'est quoi le problème en fait? Et ben le problème avec ce grand frère, c'est que c'est un déviant. Ses parents l'ont expulsé et renié lorsqu'il a commencé à s'intéresser à sa petite sœur. Du coup, quand Élise est partie, le grand frère a appelé Véro. Elle est rentrée dans le tunnel, mais quand elle a reconnu que c'était son frère, elle a eu peur et elle a voulu sortir à nouveau du tunnel. Son frère a fait en sorte que le tunnel s'écroule pour l'emprisonner et que seulement sa tête et son torse soient ensevelis. Par contre, il voulait que ses pieds et le bas de son corps soient libres. Heureusement, Élise et son père sont arrivés juste avant qu'il... Bon, vous avez compris je pense. Ensuite, le grand frère a entendu des bruits de pas et il a donné un autre coup de pied dans le mur de glace pour qu'il puisse s'enfuir. Son père n'a jamais su si les parents de Véro ont porté plainte ou non. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, vraiment très glauque, j'ai pas les mots, on va pas, la conclusion va pas être très compliquée parce que c'est compliqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, on n'a pas besoin de dire les termes. Vraiment, c'est lunaire, j'ai pas les mots. D'ailleurs, cette conclusion, je sais même pas si elle sera dans la vidéo, tellement c'est what the fuck. Allez, prochain thread d'horreur. Toutes les fleurs sont jolies, belles, mais une fois fanées, personne n'en veut. Éléonore a déjà vécu certaines histoires qui sont plus paranormales. Enfin, même si elle a un doute sur le fait que ça soit en réalité quelqu'un de bien physique qui était là. Mais cette histoire-là, c'est pour une autre fois. Bref, un jour, elle est en train de plier son linge quand un souvenir de son enfance lui est revenu de nulle part. Tout ceci se passe quand elle avait 10 ans. Quand elle était petite, elle vivait dans une petite ville au milieu de nulle part, dans le sud du Michigan avec ses parents et ses frères et sœurs. Pour tout nous dire, l'épicerie la plus proche était à 40 minutes dans l'Indiana. Le père d'Éléonore est pasteur dans la vieille église qui était plutôt effrayante, et sa famille vivait juste à côté, dans le presbytère. Ils avaient beaucoup de terre. Elle, ses frères et ses sœurs et quelques amis qu'elle avait dans cette ville s'amusaient de temps en temps à courir dans leurs cours et à faire du vélo sur le parking de l'église.
Quoi qu'il en soit, en face de leur maison et donc de l'église se trouve un immense cimetière. Et franchement, elle n'abuse pas quand elle dit qu'il est vraiment immense. L'endroit doit être vieux de plusieurs centaines d'années. Son meilleur ami de l'époque, Paul, avait son oncle décédé. Il était jeune quand cela s'était passé. C'était un accident de moto. Sa tombe se trouvait dans le cimetière de l'autre côté de la route. Il n'était donc pas inhabituel pour eux d'aller cueillir des fleurs sauvages et de les mettre sur la tombe et de lui rendre hommage. Maintenant, elle va nous parler de quelque chose qui va vous paraître peut-être anodin, mais qui a son importance dans l'histoire. Paul a toujours été très grand pour son âge. Pour vous dire, maintenant, il mesure 2 mètres. Donc, à l'âge de 9 ans, il était bien sûr plus petit, mais il était quand même l'un des plus grands de l'église. Et une autre particularité, c'est qu'il était quand même plutôt fort. Quoi qu'il en soit, c'était une journée chaude d'été et Paul est venu la passer avec elle. Ils avaient allumé l'arroseur et couraient dans le jardin en maillot de bain. Finalement, à un moment, ils en ont eu marre et ils ont décidé d'aller cueillir des fleurs pour les déposer sur la tombe de l'oncle de Paul. Du coup, ils ont décidé de partir chacun dans des directions différentes. Elle ramasse quelques petites fleurs et elle a décidé que ça y est, elle a fini de cueillir. Elle prend la direction du cimetière et traverse la rue pour aller sur la tombe de l'oncle. D'ailleurs, petite chose importante, elle pense que normalement à ce moment-là, ils sont toujours en maillot de bain. Ils étaient enfants et puis pratiquement personne ne conduisait sur leur route. Donc elle et Paul n'y ont pas pensé que cela pouvait être dangereux. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Eleanor s'est agenouillée et a déposé les fleurs toutes super jolies. Et elle attendait Paul à côté de la tombe. Puis d'un coup, elle entend la voix de Paul crier « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Eleanor directement, elle s'est retournée, mais elle n'a rien vu. Elle entend juste un grognement, un bruit sourd et des pneus crissants. Puis elle s'est retournée pour regarder de l'autre côté et elle a vu un camion vert s'éloigner. Dans l'herbe, tout près, il y avait Paul. Son nez saignait et puis il s'est évanoui. À ce moment-là, Eleanor ne savait pas qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle a 9 ans quand même. Elle voulait aller retrouver ses parents, mais elle pouvait pas quitter son ami non plus. Mais quelques temps après, Paul a repris ses esprits et elle a couru chercher ses parents. Elle et ses parents ont couru vers Paul et Paul leur a raconté ce qui s'était passé. Paul était en train de s'approcher du cimetière avec son bouquet de fleurs lorsqu'il a aperçu l'homme au camion vert ralentir le long du cimetière, puis se garer. Il est sorti de son véhicule puis a commencé à marcher vers lui à un rythme rapide. Là, dans la tête de Paul, il y a eu des petites sonnettes d'alarme qui ont commencé à retentir. C'est une petite ville agricole et normalement, tout le monde se connaît. Mais cet homme-là, eh bien, il lui semblait pas familier. Il ne savait pas quoi faire, alors il a crié vers le gars et il a commencé à courir vers lui. Un geste classique de petit garçon pensant qu'il pourrait gagner contre un homme adulte. Comme elle nous l'a dit un petit peu plus tôt, Paul était très grand pour son âge. Sauf que l'homme lui a mis quelques coups de poing avant qu'il ne sorte du cimetière en courant. Tout le monde au cimetière était paniqué. Alors ils ont appelé la police. Les policiers sont venus recueillir les déclarations. Mais à part cela, Eleanor ne sait pas si quelque chose a vraiment été fait. Paul a été examiné et à part un nez douloureux, tout allait bien. À l'église, tout le monde accusait Paul d'avoir inventé cette histoire pour attirer l'attention d'Eleanor et que soi-disant, il aurait eu le béguin pour elle. Sauf que maintenant, même adulte, Eleanor n'a jamais rencontré un enfant de 9 ans qui se casse le nez tout seul pour une fille. De plus, Eleanor a bien vu le camion vert s'éloigner à toute vitesse. Et pareil, comment Paul aurait pu fake un évanouissement dans l'herbe. Elle se souvient que ce soir-là, elle a eu très peur et donc forcément, elle a dû dormir chez ses parents. Il me paraît très logique, mais bon. Après ça, ils n'ont plus eu le droit de sortir dans la cour sans un adulte pendant un certain temps. Voilà, après ça, ça a été assez vite oublié jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne et qu'elle vienne nous la raconter. Elle n'arrête pas de se dire mais qu'est-ce que ce mec voulait? Peut-être qu'au final, il ne voulait pas de mal. Mais bon, pourquoi avoir frappé Paul? Et surtout, pourquoi avoir fui? Et facteur déterminant qui lui fait penser que c'est peut-être pas quelque chose d'innocent, outre le fait que toute l'histoire... Et il y a un facteur qui est quand même très bizarre. C'est que le gars est en train de se diriger vers Eleanor. Et je vous le rappelle, c'était une petite fille de 9 ans, seule à ce moment-là, vu qu'elle est toute seule sur la tombe de l'oncle de Paul, et elle est en maillot de bain. Alors imaginez si Paul n'avait pas été là. Qu'est-ce qui se serait vraiment passé? Il lui a peut-être sauvé la vie. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pense avec les éléments qu'elle a à ce jour. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Effectivement, eux ils sont en mode bain normal, il fait chaud, etc. Elle pose des petites fleurs, pipapoup. Et non, ouais, je sais pas. Si le mec n'avait rien à faire, ok, le petit court dessus, il a 9 ans quand même. Même s'il est grand et tout pour son âge, bon, t'arrives, tu le fais. Non, mais je veux rien de mal, je vais moi aussi au cimetière, etc. Donc, je pense que clairement, le mec est chelou parce que quel est l'intérêt? Sinon, tu dis juste au petit.
y a pas de souci. Je vais sur la tombe de ma mère ou de mon grand-père, enfin tu comprends, et je vais me recueillir. Donc le petit il arrive et ok. Voilà, enfin normalement il n'y a pas de débat, donc c'est que c'était chelou. Si en plus il a pris la fuite contre un enfant de 9 ans. Bon bref, histoire très bien, on passe à la prochaine histoire justement. Alors, juste avant que commence ce thread d'horreur, n'oublie pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Surtout en août où c'est quand même un petit peu compliqué la période YouTube. En plus de ça, j'ai le déménagement en tête, alors je t'avoue qu'un petit peu de soutien, ça me ferait pas de mal. Oui, je vais le dire, ça ferait pas de mal. Voilà, il faut arrêter de dire oui, un petit commentaire et tout, ça fait jamais de mal. Tu vois, un petit commentaire en mode ouais, Delcor, c'est bien, enfin si tu aimes. Voilà, mais ouais, ça ferait pas de mal. Donc un petit, si tu peux pas, un petit pouce bleu au moins, ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend avec les threads. Depuis qu'elle est petite, Linda a toujours rêvé de voyager. Mais elle a toujours eu des a priori et des idées dramatiques de ce à quoi allaient ressembler les grandes villes. Tout ça à cause des films. Mais voir et expérimenter la réalité l'a laissée méfiante et quelque peu traumatisée. Linda a donc grandi dans de petites villes du Midwest. Pendant le Covid, elle a rejoint un groupe en ligne pour se faire des amis qui partageaient les mêmes intérêts. 2 de ses amis vivent autour de Chicago. Alors, naturellement, elle voulait aller visiter la grande ville et passer du temps avec ses nouveaux amis. Elle n'encourage personne à rencontrer des personnes rencontrées en ligne, mais elle a discuté par vidéo et passé du temps virtuellement avec ses filles pendant plus d'1 an, avant de planifier son voyage. Elle a même emmené son meilleur ami qui est très grand. Et étant très grand, sa présence intimide pas mal de gens. Jusqu'à ce que vous découvriez en fait que c'est un véritable ours en peluche sous son air effrayant. Son meilleur ami, on va l'appeler Brad, et ses 2 autres amis, on va les appeler Steph et Jessie. Pour vous donner plus de contexte qui sera sûrement important pour cette histoire, ces 2 amies en ligne et elles sont de jolies petites femmes âgées de 19 à 23 ans au moment de cette histoire. Et elle, c'est la plus âgée. Puisque ce voyage c'est son idée, elle a tout géré. Des itinéraires au budget, en passant par l'hébergement à l'hôtel. Pour ce voyage, Linda a trouvé un motel vraiment mignon et abordable dans le centre-ville de Chicago. Brad peut garer sa voiture la nuit car ils sont venus à Chicago en voiture en traversant plusieurs états. Tout ce qu'ils ont visité était incroyable, enfin surtout le premier jour. Malgré la chaleur de Chicago et la circulation terriblement encombrée, ils ont pu aller explorer le centre-ville de Chicago dans toute sa splendeur. Bien sûr, il y a eu quelques personnes bizarres. Et c'est pour cela qu'ils ont dû oublier quelques boutiques. Mais heureusement, Brad était toujours là. Il les suivait comme un garde du corps stoïque. C'est le 2e et 3e jour que ses œillères roses ont été arrachées de ses yeux. La 2e nuit, elles étaient toutes réveillées très tard dans la nuit pour regarder des vidéos YouTube de leur groupe préféré. Donc au moment où elles se couchent, il est déjà vraiment tard. Et comme leur motel se trouve en centre-ville, elles pouvaient entendre toute la vie nocturne sous leurs fenêtres. Peu après 2 h du matin, Linda a été réveillée par les crissements de pneus de voiture et des bruits très reconnaissables. C'était clairement des coups de feu. Brad était dans le lit à côté d'elle tandis que Steph et Jessie dormaient encore dans l'autre lit. Brad s'est levé, a tiré très soigneusement les stores mais pour voir ce qui se passait un petit peu plus loin dans la rue. Mais ils n'ont eu aucune vue, c'était bien trop loin. Lui et elle se sont juste regardés et ont décidé de ne pas réveiller les autres filles, même si elle peut nous dire qu'elle n'a pas beaucoup dormi le reste de la nuit. Le matin, Brad l'a prise à part et lui a montré le reportage qui détaillait la fusillade en voiture qui s'était produite dans un bar quelques pâtés de maison plus loin de leur motel. Le lendemain était leur dernier jour à Chicago et elle avait prévu qu'ils passent tous une bonne partie à Chinatown. Ses amis qui viennent eux aussi de la région de Chicago les ont prévenus qu'ils devaient faire attention dans les trains et dans les rues. Au sud principal, les avenues touristiques. Linda connaissait déjà le caractère sommaire des gares de Chicago, mais elle n'avait pas pris leurs paroles aussi au sérieux qu'elle l'aurait dû. Tout ce beau petit monde ont passé des heures dans le quartier chinois. Ils ont visité tous les magasins du centre commercial extérieur et dépensé beaucoup trop d'argent dans les magasins K-pop. Elle était dans son petit univers et en avait plein les yeux. Et malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion de tout acheter. Car faut dire que dans sa ville, il y a beaucoup moins de goodies dédiés à la K-pop. Ainsi, au moment où ils sont montés dans le train, elle parle avec enthousiasme à toute vitesse à ses amis, sans vraiment prendre le temps de regarder autour d'elle et de voir certaines personnes. À un moment donné, Steph commençait à regarder avec un peu de méfiance par-dessus son épaule, et elle commençait à lui répondre par des réponses très courtes, voire juste un mot, tandis que Jessie regardait tranquillement les sacs sur ses genoux. Bien sûr, Linda n'était pas si naïve au point de ne pas savoir que quelque chose se passait. Au moment où elle regarde autour d'elle, ses yeux se sont posés sur 2 hommes qui se tenaient à quelques mètres.
Et ils se parlaient doucement et regardaient tout ce temps en direction de ses amis et elle. C'est aussi à ce moment-là qu'elle est très reconnaissante que Brad soit avec elle. Son ami s'est positionné juste devant elle, debout face à elle, tout en gardant ses hommes dans son champ de vision. Brad a redressé ses épaules et faisait l'effort de dialoguer avec les filles, ce qui disait ouvertement qu'il les accompagnait. Quelques minutes après avoir remarqué les hommes, des bruits forts des portes reliant les wagons entre eux s'est ouvert. Et un homme de grande taille a commencé à monter dans le train. Les deux hommes qui s'étaient concentrés sur elle ont directement insulté le grand homme qui venait de rentrer. Steph l'a informé un petit peu plus tard que l'un des gars avait un tatouage de gang visible sur son corps et que les deux autres l'avaient interpellé car il avait fait des conneries. Heureusement, leur arrêt est arrivé et ils sont tous rapidement descendus. Brad s'est mis derrière elle et sur le moment, elle n'a pas vu que les deux gars sont descendus au même arrêt qu'elle. Mais après un petit moment, elle a pu entendre un des gars parler vraiment fort. Linda n'a jamais marché aussi vite de sa vie. Le motel qui normalement devrait être à 15 minutes, eh bien ils l'ont fait en même pas 5 minutes à pied. Maintenant, elle nous dit qu'elle doit reconnaître que son expérience est très probablement une norme dans une ville comme Chicago. Mais elle n'a jamais rencontré une telle interaction. Alors oui, elle a été secouée. Ce n'est que lorsqu'elle est rentrée chez elle 2 jours plus tard qu'un article d'information aléatoire est apparu sur son téléphone. Elle a directement reconnu les photos des deux hommes qui les avaient pris pour cible, elle et ses amis, ce jour-là dans le train. L'article indiquait que ces deux hommes étaient recherchés pour voies de fait et vol avec une arme mortelle, pour un incident survenu quelques jours seulement avant leur rencontre. L'incident a également eu lieu sur la ligne rouge, le même train que ses amis et elle ont pris ce jour-là. La réaction de Brad à cet article a été une inquiétude prudente, mais il était plus conscient des activités de la grande ville qu'elle. Depuis, Linda est devenue beaucoup plus consciente de son environnement et elle a également visité Chicago 3 fois de plus au cours des dernières années pour des événements comme des concerts. Et à chaque fois, elle repart avec un scénario de cauchemar. Heureusement, dans le train, une gentille dame s'est fait passer pour leur mère. Avec le recul, elle pense que c'est peut-être grâce à ça qu'elles sont ressorties vivantes de ce train. Puis, dans un des autres voyages, elle a vu notamment un cadavre affalé dans un fauteuil roulant sur le palier d'un escalier de la gare. Ou encore un homme qui était avec une arme à feu à 3 pâtés de maison de la gare d'Evanston. Alors oui, clairement, pour une personne qui vit dans une petite ville, quand elle débarque en centre-ville dans une grande ville, comme Chicago, là, ça doit faire très bizarre. Tu te dis, mais attends, pourquoi il y a des gangs? Moi, chez moi, c'est un mec, il est là, il est un peu bizarre, il regarde les gens chelous, il parle dans sa barbe. Et là, non, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes délires. Allez, prochain thread d'horreur.